qui va avoir lieu cet après-midi ce matin, qui le remplacera. Comme ça allégera un petit peu le programme de l'après-midi. Voilà, je vous remercie, donc je vous laisse sur la présidence d'Olivier. Merci, Madame Collecter. Ce qui a été dit précédemment me permet d'économiser une page de mon papier, d'aller plus vite, puisque je partais de l'équivoque de la vérivocité du terme démocratie. Bon, c'est le point de départ de ce colloque, donc il est inutile que je m'y attache. J'évoquais, et bon là-dessus il peut y avoir des discussions sans doute chez les historiens, du langage politique, j'évoquais le fait qu'à mon sens, la valorisation du terme démocratie et la tentation de désigner le bon régime sous le nom de démocratie, il me semble qu'elle apparaît déjà à la fin du 19e, début du 20e. C'est vrai par ailleurs que c'est beaucoup plus... beaucoup moins... C'est définitif post-45. Donc là, il est clair que l'imprécision de ce qui est pensé sous le terme démocratie ne peut que croître avec la généralisation de sa valorisation. Donc elle est certainement encore plus grande aujourd'hui, cette imprécision, qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Alors, il y a différentes manières d'essayer, il en était aussi question dans ce qui précède, d'essayer de lever une telle imprécision sémantique. Soit à la manière dogmatique, en définissant de façon normative le sens du terme. On peut le faire, c'est une des manières, c'est la manière. On peut le faire en se réclamant de la tradition philosophique. Aristote, Spinoza, Rousseau sont souvent sollicités pour cela. Ou bien, autre manière, on identifie la démocratie avec un modèle institutionnel qui correspond, en gros, à l'idéal type des démocraties libérales, avec ces pierres d'assises que sont le mécanisme représentatif, le suffrage universel et le respect des droits fondamentaux. Bon, ce genre de démarche essentialiste, ça a été dit précédemment, ne peut pas réduire l'équivocité de l'usage contemporain du terme, dans la mesure où cette équivocité est le résultat de 2 siècles d'histoire, c'est-à-dire des couches sédimentées de discours juridiques, discours politiques et autres, dans lesquels cette histoire a été interprétée à différents moments. Or, ce genre d'histoire ne se laisse pas rayer d'un trait de plume, donc ce que je vais proposer comme interprétation de la démocratie ne prétend surtout pas fixer quelque chose comme une essence qui devrait lever définitivement les ambiguïtés. Celle-ci, à mon sens, ne se laisse pas lever. Alors, bon, il y a beaucoup, la perspective historique, ce qui a été évoqué précédemment, prendre le problème par la perspective historique, c'est plutôt ma tentation. Il y a beaucoup d'ouvrages que l'on peut citer à ce propos, et littérature est
au large, je puisse même ici l'évoquer, mais je vais me borner à l'examen d'un aspect de la notion de démocratie. Alors, ce que je vais vous présenter ici, dont j'ai publié il y a 2 ans, maintenant, en 2011, un ouvrage qui porte pour titre La démocratie sans démos. Bon, je pense que ce que je vais dire aujourd'hui expliquera le titre. J'ai eu l'occasion, j'ai été invité à le présenter dans le cadre du séminaire, un séminaire organisé dans ces murs, et je présente la chose un peu différemment, non pas une thèse différente, mais la thèse présentée un peu différemment, en insistant, comme le dit mon titre, sur ce qu'elle implique, éventuellement de paradoxe, quant au rapport que la démocratie entretient d'un côté avec la notion de communauté, de l'autre avec l'individualisme. Donc, je vais examiner un aspect de la notion de la démocratie, le lien que cette notion entretient avec l'individualisme, qui passe pour être un des traits distinctifs des sociétés occidentales modernes. Maintenant, c'est d'aller de carré en syllabes, de commencer par l'équivocité du terme démocratie et de prétendre le résoudre en introduisant le terme individualisme, qui est au moins aussi équivoque que celui de démocratie. Bon, je cite, j'y reviendrai, un texte de Max Weber en 1904, qui disait quelque chose de très banal, simplement il le disait relativement tôt. Le terme d'individualisme recouvre les choses les plus hétérogènes que l'on puisse imaginer. Bon, je vais préciser, donc, résoudre le problème de l'équivocité de la démocratie en mobilisant l'individualisme, ça paraît dans un premier temps ne pas être la bonne solution. Je vais préciser mon propos en rappelant l'opposition souvent faite entre la logique de la démocratie et la logique de l'état de droit. Logique de la démocratie impliquant l'illimitation du pouvoir, autant qu'il est celui du démos. Logique de l'état de droit impliquant au contraire la limitation du pouvoir dont la légitimité est conditionnée par le respect de droits fondamentaux reconnus à l'individu. Bon, cette opposition est soulignée de manière très forcée chez Carl Schmitt, mais on la trouve tout aussi bien chez Habermas, qui notamment part de cette tension dans l'article de 94, qui a été traduit et intégré dans le recueil en français sous le titre L'intégration républicaine, l'article qui porte au titre Le lien interne entre état de droit et démocratie. On parle de la tension entre les deux. C'est assez récemment que l'on s'est efforcé de réduire l'opposition en démontrant de diverses manières, c'était d'ailleurs le propos de Habermas, que ces deux logiques, celle de la démocratie et celle de la défense des droits individuels, loin d'être contradictoires, convergent au contraire dans le concept moderne de la démocratie. Alors, quoi qu'on pense de la pertinence de ces démonstrations au plan de la théorie, il faut les regarder une à une, il est indéniable que l'opinion commune aujourd'hui considère que le respect des droits de l'individu tels qu'ils sont consignés dans les déclarations des droits de l'homme et en particulier dans la Déclaration universelle de 1948 est un critère fondamental en fonction duquel on juge du caractère démocratique d'un régime politique. Ce qui revient à constater que la notion moderne de la démocratie, aussi floue soit-elle, a intégré au moins pour partie la composante libérale de notre tradition politique. Il y a toujours des critiques démocratiques du libéralisme, mais elles ne vont aujourd'hui, comme dans l'entre-deux-guerres, mais elles ne vont pas jusqu'à remettre en question le caractère fondamental des droits de l'homme. Sauf pour très rarissime exception. Il reste que la pensée contemporaine associe généralement la notion de démocratie à la représentation d'une communauté, le démos de la démocratie précisément, et elle le fait dans différents registres argumentatifs qui correspondent à des orientations politiques également différentes. Certains considèrent que l'unité de ce démos tient essentiellement à des valeurs partagées sur lesquelles doit reposer la volonté de vivre ensemble et l'acceptation d'institutions politiques communes. Les discussions qui ont entouré la rédaction du projet de constitution européenne en 2004, discussion concernant la mention éventuelle des racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule, relevé de ce registre. D'autres défendent une conception plus politique de la communauté démocratique. Selon ceux-ci, c'est la participation active des citoyens à la vie politique, bien au-delà de l'acte rituel et collectif, qui fait la réalité et l'unité de cette communauté.
D'autres, enfin, sur la dimension sociale de la démocratie, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessairement la dimension politique. L'égalité serait le ciment de la démocratie véritable, non pas certes une pleine égalité de la communauté démocratique, non pas certes une pleine égalité des conditions d'existence de tous, mais une distribution des biens matériels, de la reconnaissance sociale, des chances que l'on puisse considérer comme justes, quels que soient les critères retenus, dont je fais allusion rapidement aux différentes théories de la justice, donc distribution de l'ensemble de ces biens justes entre les membres d'un collectif. Les institutions d'État-providence semblent aller dans ce sens. Leur détricotage progressif depuis une vingtaine d'années se traduit par un creusement des inégalités qui est peu compatible avec une conception sociale de la démocratie. Et dans tous les cas, trois cas que je viens d'évoquer, l'existence d'une communauté dont le cadre peut être plus ou moins largement défini, local, nationale, éventuellement européenne, et dont les frontières peuvent être plus ou moins poreuses, l'existence d'une communauté, donc, est l'horizon dans lequel sont posées toutes les questions relatives à la démocratie, à son insuffisance, à son approfondissement nécessaire, à son élargissement possible, etc. Pour cette raison, la pensée démocratique dans toutes ses variantes est généralement extrêmement méfiante à l'égard de l'individualisme. La thèse que je soutiens, j'ai soutenu dans l'ouvrage que j'évoquais, selon laquelle une certaine forme d'individualisme est essentielle au concept moderne de la démocratie, tandis que la notion de communauté est non seulement secondaire pour le concept, mais qu'elle peut même le pervertir. Cette thèse doit donc apparaître, elle est apparue à certains, comme inspirée par le goût du paradoxe. Je n'ai pas du tout l'intention d'en atténuer le tranchant, du moins dans un premier temps. Il s'agit bien pour moi de contester que le démos de la démocratie moderne, je souligne à chaque fois moderne, doit être compris comme une communauté unie par un sentiment d'appartenance commune, quel que soit ce sur quoi repose ce sentiment, identité de valeur, participation à l'activité politique dans un ordre institutionnel délimité ou solidarité sociale. Alors je dis bien, je conteste cela s'agissant de la démocratie moderne. J'ai laissé entendre plus haut évoquer la démarche essentialiste. J'ai laissé entendre que l'ancienneté du terme démocratie et la continuité de son emploi, depuis Platon et Aristote au moins jusqu'à nos jours, dans le langage de la théorie politique et de la philosophie politique, ne me paraissent pas des arguments suffisants pour postuler une licence immuable de la démocratie qui se serait simplement progressivement enrichie de prédicats supplémentaires au long des siècles. Mais je ne soutiens pas non plus que la signification de ce terme n'a cessé de changer durant toute cette période. Tout au contraire, son sens est resté remarquablement constant jusqu'aux révolutions de la fin du XVIIIe siècle. La démocratie, pour Aristote, et pour Rousseau encore, était un type de gouvernement, à côté de la monarchie et de l'aristocratie, le gouvernement de cette partie, certes large de la population, auquel était réservé le nom de démos, distinct donc, vous savez, du gouvernement d'un seul et du gouvernement par les élites. Et cette typologie a été perpétuée par les textes classiques de notre tradition politique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, bien que c'était comme un topos de la littérature érudite plutôt que comme un instrument analytique pertinent pour analyser les conditions de l'époque. Et quand un texte de Hegel dans la philosophie du droit, où il déclare obsolète la distinction des formes politiques selon le critère du nombre, quand il fait cela donc en 1821, il enregistre un état de choses qui était évident depuis bien longtemps. Mais c'est précisément parce que la démocratie a gardé ce sens, celui d'un gouvernement par le démos, oikologue, le plus grand nombre, que ni Rousseau, ni les grands acteurs de la Révolution française et américaine ne nommaient démocratie le régime politique qu'ils voulaient instituer. Nous identifions aujourd'hui volontiers démocratie et souveraineté du peuple. Cette identification, je suis obligé d'aller vite, citer un certain nombre
d'études contemporaines qui mènent à cette évidence, cette identification n'allait manifestement pas de soi pour les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, puisqu'ils pouvaient d'un côté affirmer le principe de la souveraineté du peuple, tout en se défendant de l'autre de vouloir instaurer une démocratie. Donc, si nous voulons comprendre ce qui fait le caractère démocratique des institutions politiques issues, de manière directe ou indirecte, des révolutions de la fin du XVIIIe siècle, il nous faut avant tout repérer à quel moment et pour quelles raisons ces régimes ont fini par être communément désignés sous le terme de démocratie. Bon, je citerai une littérature historique suffisante pour répondre à cette question. Je citerai pour la commodité et la rapidité l'ouvrage de Bernard Manin concernant le gouvernement représentatif. Manin rappelle que le mécanisme représentatif avait explicitement pour objectif, dans l'esprit de ses initiateurs, de sélectionner une élite à laquelle les responsabilités politiques, législatives aussi bien qu'exécutives, devaient être réservées. Donc, ce mécanisme était un antidote à la démocratie. Mais Manin note aussi que dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'extension du droit de suffrage, la disparition des centres d'éligibilité et surtout, comme il nous dit, l'avènement spectaculaire du suffrage universel ont donné, je le cite, une puissante impulsion à la croyance que le gouvernement représentatif se muait peu à peu en démocratie. Fin de citation. Bon, et il est clair que la généralisation des droits politiques a joué un rôle décisif dans la transformation du gouvernement représentatif en démocratie. J'entends par là dans le fait que ce gouvernement a été désigné de plus en plus fréquemment sous le nom de démocratie. Ce serait, bon, le suffrage universel, bien sûr, donner une chaire au peuple souverain, désormais confondu avec le peuple des électeurs. Ce serait cependant une erreur de penser que l'universalisation du droit de vote ait été conçue comme la conséquence nécessaire de la souveraineté du peuple. Il suffit de relire le contrat social de Rousseau pour percevoir que la souveraineté du peuple, entendue comme principe de légitimation du pouvoir, n'implique aucunement que les sujets citoyens, Rousseau les sujets d'un côté, les citoyens de l'autre, que les sujets citoyens doivent participer de quelque manière à l'exercice du gouvernement. Bien au contraire, la volonté générale, Rousseau distingue soigneusement de la volonté de tous, doit être unanime, et pour être unanime, et du fait qu'elle doit être unanime, elle ne peut pas être produite par le mécanisme du vote, lequel ne donne que des majorités. Le moteur de la démocratisation des démocraties, expression utilisée assez fréquemment aujourd'hui, là, tout simplement pour désigner le processus qui a fait que les régimes issus des révolutions de la fin du XVIIIe ont fini par être désignés sous le nom de démocratie. Je veux dire, le moteur de la démocratisation des démocraties semble avoir été la revendication d'égalité, qui trouvait sa légitimation dans les déclarations des droits de l'homme, bien plutôt que le principe de la souveraineté du peuple. Il faut ici prendre la mesure du bouleversement que ces déclarations signifiaient du point de vue de la conception du fondement des droits. Les critiques qui, de Burke jusqu'à Michel Villet, d'autres entre-temps, je laisse compléter, ont dénoncé l'absurdité de la notion de droit de l'homme en son témoignage. Ce que ces critiques contestent, par-delà la différence, c'est l'idée selon laquelle un être humain posséderait des droits en vertu de la nature. À quoi elle réplique, à juste titre, qu'un droit suppose une garantie, c'est-à-dire un pouvoir institutionnalisé. La critique est d'ailleurs facile. Dès que l'on renonce à rapporter droit et devoir à la volonté divine, l'homme à l'état de nature ne peut évidemment posséder des droits. Ces critiques, cependant, se sont mépris sur ce que signifie la référence à la nature dans la notion moderne de droit naturel, expression qui se dit bien, en quoi se marque sa différence avec la notion ancienne du droit naturel. Les droits naturels des modernes sont des droits subjectifs, reconnus, c'est-à-dire institués de façon performative par la déclaration, reconnus à l'individu humain au titre de son individualité et non pas au titre
d'une appartenance à un collectif déterminé. Pour le dire dans les termes de Max Weber, qui faisait reproduire la terminologie du juriste allemand de l'époque, dans la plupart des sociétés de jadis, les droits étaient toujours attachés à l'appartenance à des communautés de droits particulières, c'était en clair droits statutaires. Et cela est encore le cas dans les sociétés occidentales à la fin de l'Ancien Régime. Et la centralisation monarchique avait déjà largement érodé l'autonomie de ces communautés de droits particulières. Les déclarations des droits de l'homme, en attribuant à l'homme, au singulier, des droits qu'il puisse revendiquer en vertu de la nature, c'est-à-dire en tant qu'individu, ne faisaient porter à son point d'achèvement ce processus d'éradication de régime des droits particuliers. Elle signait en clair l'acte de décès des structures juridico-sociales hiérarchiques. L'apparition de l'expression droit subjectif, qui date du XIXe siècle, est symptomatique de cette transformation des représentations qui est impliquée dans ces déclarations. Bon, bien sûr, il est possible de trouver dans les siècles passés des préfigurations des droits subjectifs et d'affirmer que la chose a été pensée bien avant qu'elle était désignée sous ce terme. Bon, s'il est vrai que, du point de vue d'une lecture rétrospective de nos traditions culturelles, cette innovation peut paraître avoir été préparée, je crois que c'est d'ailleurs le cas pour à peu près toute innovation conceptuelle, mais il reste que beaucoup, et notamment des juristes, au XIXe et au XXe siècle, ont vu une innovation douteuse qu'ils ont soit rejetée, il est exemplaire à cet égard, soit se sont appliqués à la neutraliser, c'est le cas de Kelsen, par exemple. Alors, le fait que malgré ces critiques, les droits subjectifs se soient en définitive imposés comme un instrument fonctionnel de l'administration du droit est accessoire pour mon propos. Ce qui me paraît le plus important, c'est la persistance, ou peut-être même le renouveau, de la défiance à l'égard de cette notion. Une défiance que l'on rencontre aujourd'hui sous la plume d'auteurs par ailleurs extrêmement différents, par leur formation disciplinaire, par leurs références théoriques et par leurs objectifs. Pour prendre quelques exemples, Vincent Descombes, Axel Honneth ou Alain Supiot. Vous connaissez, les auteurs sont sensiblement différents. Alors, je les côté là, Vincent Descombes, j'évoque simplement Honneth et Supiot, résumé le rang d'attaque. Honneth voit avant tout dans le dernier ouvrage, le droit de la liberté, je ne sais pas si c'est en français. Honneth voit dans les droits subjectifs l'instrument de constitution et de défense pour chaque individu d'une sphère privée. Ce caractère privé impliquant la protection contre les ingérences du pouvoir politique, mais aussi le suspens de la communication sociale. Le privé se défend aussi contre la communication sociale. Supiot, de son côté, là je fais référence notamment à son ouvrage qu'il a fait paraître en 2005 au Monomodicus, soupçonne les droits subjectifs, faisant écho à Pierre Legendre d'ailleurs, soupçonne les droits subjectifs d'avoir partie liée avec un individualisme hédoniste qui ignore ou nie le rôle des institutions dans la formation des subjectivités. Différence des angles d'attaque, donc, pour les deux auteurs que je viens de citer, la solidarité sociale pour l'un, Honneth, l'institution pour l'autre, mais ces critiques me semblent se rejoindre dans l'identification qu'elles opèrent entre l'individualisme juridique et, j'entends par là, le type de représentation qui sous-tend et rend possible les notions de droit subjectif et de sujet de droit. Donc l'identification qu'elles opèrent entre l'individualisme juridique et l'utilitarisme économique. Pour des raisons d'économie de temps, je ne cite pas, mais les citations qui sont évidentes sur cette confusion. La thèse centrale de l'utilitarisme économique est que l'ordre social le meilleur est celui qui résulte spontanément de la poursuite par chacun de ses intérêts individuels. Il a été très tôt reproché cette thèse, on sait, je pense par exemple à Durkheim, de donner une représentation atomiste de la société et d'attribuer à l'individu socialisé des motivations exclusivement égoïstes. Ce sont précisément ces termes, atomisme, égoïsme, que l'on retrouve sous la plume de ceux qui, aujourd'hui encore, invitent à se méfier des droits subjectifs, et ces termes, à mon avis, trahissent la confusion qui est à l'origine de cette méfiance. Le terme
d'individualisme, pour reprendre la remarque de Weber, recouvre bien les choses hétérogènes, et il est donc extrêmement important, pour éviter les confusions, de préciser en quel sens on entend à chaque fois qu'on en use. Les droits subjectifs de la fin du XIXe siècle sont les rejetons des droits naturels de la fin du XVIIIe, et ils sont individualistes au sens où ceux-ci, les droits naturels, l'étaient déjà, c'est-à-dire qu'ils reposent sur l'idée que tout individu humain est habilité en tant que tel, et non pas au titre d'une appartenance particulière, donc au nom de l'égalité, à revendiquer les droits. Or, c'est là toute autre chose que d'affirmer que le lien social ne pourrait ou ne devrait se constituer essentiellement ou exclusivement que par composition des intérêts privés, des intérêts individuels privés. La revendication de l'égalité, qui est au cœur de l'interprétation moderne du droit comme droit subjectif, ne constitue pas le lien social, elle le modélise. En des termes plus historiques, la revendication d'égalité s'exprime toujours dans le cadre d'une collectivité déjà constituée, qui a ses frontières géographiques, des particularités culturelles, linguistiques, religieuses notamment, une stratification sociale également déterminée, des institutions de différentes natures, etc., etc. Et cette revendication transforme tout cela, du moins peut le faire, quand des individus, des groupes d'individus se mobilisent pour formuler des exigences au nom de l'égalité des droits, exigence de respect de droits déjà existants ou reconnus, ou d'extension de droits déjà reconnus, ou exigence d'institution de droits nouveaux. Loin d'aggraver une difficulté conceptuelle, une réflexion sur l'individualisme moderne peut donc s'avérer un bon moyen de lever en partie au moins, de lever une partie au moins de l'équivocité qui obère les usages actuels du terme démocratie. Dégager l'individualisme juridique des confusions que je viens d'évoquer, placer celui-ci au cœur du concept moderne de la démocratie, n'implique pas nécessairement de renoncer à la notion de souveraineté du peuple, mais simplement de l'interpréter de manière plus minimaliste. C'est-à-dire que plutôt que de forcer une compatibilité à l'évidence problématique entre la souveraineté du peuple entendue comme, je cite Habermas dans le texte que j'évoquais, auto-organisation d'une communauté, plutôt que de forcer la compatibilité entre cette interprétation de la souveraineté du peuple et la défense et protection des droits individuels, on doit simplement renoncer à donner à la souveraineté du peuple un autre sens que celui d'un principe de légitimité des pouvoirs politiques. J'ai communiqué cela pour moi ici. À considérer l'histoire des sociétés européennes au cours des 2 derniers siècles, il apparaît que des circonstances historiques particulières, et notamment à plusieurs reprises l'union nationale contre les lignes extérieures, ont joué un rôle beaucoup plus décisif dans la formation de la